Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Laura. Je ne sais pas comment je vais la qualifier, mais c'est une dame que j'ai rencontrée aussi à la Chambre de commerce, comme notre guest de la semaine dernière. Et donc, je l'ai invitée aussi parce que ça a l'air d'être une personne très intéressante. Et on va découvrir ensemble ce qu'elle a fait ici aux États-Unis, un peu en France. Laura, bien sûr, bienvenue et merci beaucoup d'être passée. Merci beaucoup d'être venue. Alors Laura, voyons un petit peu. Tu as l'air d'être une femme qui a fait beaucoup de choses, donc ce ne sont pas les sujets qui vont nous manquer ce soir, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment pourrais-tu te qualifier? Donc tu es une femme qui a étudié en France, qui est venue aux États-Unis et qui est en train d'essayer de s'intégrer, c'est ça? Oui. Mais enfin, il faut dire aussi que ma famille est de basque espagnol. Ah, Donc d'accord. au début, on habitait en France, on habitait à Poitiers, mais déjà il y a un héritage espagnol très fort. Tu es un peu espagnole. Basque. Basque. Il y a une très grande communauté basque ici. D'ailleurs, ils font un bal ce soir, si tu as envie d'aller. Ah bon? Ouais, Faut c'est bien le 40 savoir. dollars. Oh, mais c'est bien. Et si tu as envie d'aller, c'est au Centre culturel basque, je crois. À San Francisco. Oui, parce que c'est le 14 juillet, n'est-ce pas? Ah, Alors ils vont. vous me donnez l'adresse. Si vous avez envie d'aller, Bien sûr. c'est bien un bal, sûr. oui. D'accord, je vous le donnerai. Tu vois, il y a toujours de nouvelles qui se passent dans la communauté française. Alors il y a beaucoup de bals ce soir. Il y a la Café Bastille, il y a bien sûr tous les restaurants, il y a bien sûr beaucoup de choses qui se passent. Vous célébrez, vous, le 14 juillet? Je ne sais pas. Oh non, mon mari, il est américain, donc petit à petit, on a perdu beaucoup de choses sur la France. Même, je crois, la langue, j'ai perdu. La langue? Dans les années 80, on est parti au Chili, on a voyagé. Donc vous parlez l'espagnol un peu? Oui, mes enfants, ils parlent beaucoup mieux l'espagnol qu'ils font le français. Qu'est-ce que vous faisiez au Chili? Eh ben, à ce moment-là, mes enfants ils étaient très jeunes, donc presque toujours j'étais à l'école bilingue. Donc vous étiez mère de famille, n'est-ce pas? Mère famille. Et mon mari, comme il travaille les hautes pressions, donc il travaillait pour les gouvernements, pour des différents contracteurs pour faire surtout des chemins, des différents projets. Enfin, on a resté là pendant 6-7 ans. Et puis à un moment donné, le marché de travail pour un chercheur physicien, c'était pas facile. Donc on a rentré, il a dit on rentre aux États-Unis. D'accord, et vous aussi vous êtes un peu dans la recherche, n'est-ce pas? Oui. Enfin ici, quand on est arrivé à la fin des années 80, j'ai commencé ma thèse doctorat à l'université de Berkeley. Pour étudier quoi? Wood Science and Technology. Ah, j'ai d'accord. toujours aimé. Et Parce que peut-être que vous avez rencontré votre mari dans l'université. J'ai rencontré mon mari, mais à Poitiers. Il travaillait pour M. Jackson à l'École nationale supérieure de mécanique aérotechnique. D'accord. Et vous étiez dans la même branche à peu près? J'étais là, et puis juste, juste pour travailler un peu avec M. Jackson, je l'ai connu. Et il avait des problèmes toujours pour parler français. Il n'a jamais voulu parler français, donc j'étais un peu son traducteur, je parlais un peu l'anglais. Et il s'est marié avec vous? Il s'est marié avec moi. Je crois qu'il a aussi un peu de basque background, comme on dit. Peu. Oui, je crois bien dans ses ancêtres. D'accord. Alors, il y avait Et vous parlez le basque? Quand j'étais petite, je me rappelle quelques chansons, quelques poèmes. Oui, parce qu'ici, ils font tout le temps des soirées basques. Ah ben voyez. Donc si je suis aujourd'hui, vous en rencontrerez beaucoup. Bien sûr. Oui, et donc le langage basque, c'est un peu comme quoi? Euskaro, il y a beaucoup de sons forts, comme le Z, comme le RWR, plus semblable au R espagnol qu'au R français. Mais surtout, moi, je trouve la culture, c'est adorable. La façon dont la famille se rapporte, les enfants avec les pères. Il y a toujours, vous direz le patriarcat, mais c'est surtout un énorme respect. Une famille qui a beaucoup
de valeurs morales et pratiques Dans la communauté dans la basque? communauté basque. Et Même quand je la compare avec les familles française? françaises. D'accord. Il Et y ils sont a- toujours ensemble, ils se ils sont regroupent. ils sont toujours ensemble. Et ils se regroupent. Actuellement, nous, on a eu la chance d'être dans des écoles privées en France. La communauté euh, basque à Poitiers, il y avait ces petites écoles catholiques. C'était pas exactement des jésuites, mais c'est des gens qui ont sorti pendant la République, D'accord. avant Franco. Alors ils se sont établis comme une petite colonie à Poitiers. Donc on a toujours été dans nos petites écoles. Oui, il est entièrement différent, je trouve, la famille basque, très respectueuse, mais avec un respect naturel, je trouve. Un respect naturel, pas tellement imposé. Il y a toujours cette formule du père qui est tout le temps bien aimé par ses enfants, et il aime beaucoup ses enfants. La mère, c'est un petit peu Elle est un peu dans l'ombre. fort, oui, un petit peu fort, c'est qui met Et toi, tout le tu es à monde en moitié basque, à discipline. moitié... Non, moi je suis entièrement basque. Oh, entièrement. Du côté de mon père, ma mère. D'accord. Donc tu seras bien contente de retrouver cette communauté ici, peut-être. Oh, bien sûr. C'est une très grosse communauté qu'on a ici à San Francisco. Et ils ont donc leur propre soirée chaque semaine, etc. Oh, mais Donc, vous tu savez- vois. Tu savais pas? Non, enfin, je savais qu'il y avait un peu de basque. Je crois que. Le centre culturel basque, tu savais pas qu'il existait? Je crois que j'étais en train de chercher d'autres côté de la culture, qui c'était la vie académique. Mais non, je n'ai pas vraiment été en train de chercher. Je savais qu'il y en avait un peu de communauté basque ici. Aussi, à Nevada, je crois qu'il est assez grande. Mhm. Il y a même des très bonnes publications sur l'histoire des Pays basques, surtout pendant l'époque de la guerre et l'après-guerre. Hmm. Ça avait un très bon groupe de chercheurs là-bas. D'accord. C'est Et tout donc, caché. vous avez apporté avec vous donc Oui. vos connaissances basques. Mais après ça, vous savez, après qu'on a parti en Amérique latine, c'était comme si on a coupé tout absolument. Parce qu'on a laissé nos amis en France, mon mari il était américain. Et vous savez, les Américains, ils sont toujours cette terre cosmopolite qu'à un moment donné, ils peuvent s'adapter parfaitement n'importe où. N'importe où, c'est incroyable. Moi, je crois que c'est cette habilité qu'ils ont déjà héritée de ses ancêtres. et quand on était en Amérique latine, c'était parfait, on s'était très bien adapté. Mes enfants, même si on était dans l'école bilingue là-bas, enfin c'était le lycée français, mais vous avez le choix d'avoir ou bien l'école bilingue ou juste le traditionnel lycée français. Donc mes enfants, ils ont été dans le lycée français. Et puis à un moment donné, quand on est rentré aux États-Unis, j'ai voulu entièrement m'inonder de la culture américaine. Ah, d'accord. Ah oui, et là, c'est super, c'est incroyable, moi, je trouve. Ça me manque un peu, qu'est-ce que je veux dire, peut-être les côtés poétiques de la France. Je travaille maintenant pour une petite agence française dans Traduction. la traduction, oui. Donc, vous n'avez pas utilisé des vos ordinateurs. diplômes? Je vous ai dit, je suis très très fatiguée de la recherche. D'accord. Donc, très- vous utilisez vos connaissances Oui. pour mieux traduire. Pour mieux traduire. Pour l'instant, ce que je fais, c'est surtout quand il y a des traductions techniques. Vous connaissez les mots c'est déjà? moi, oui, c'est ça. Ça fait- Votre ça fait background facile. vous aide beaucoup, c'est ça? Parce que vous connaissez un peu mieux les mots, vous les comprenez, etc. Bien. D'accord. Et est-ce qu'il y a de la demande pour ces Il y a traductions? de la demande, bien sûr, mais je crois que la petite compagnie où l'on est, elle a besoin de Quelque chose. pouce, vous savez, oui, parce que je vois énormément de potentiel. Je ne vais pas rester, moi je sais qu'à un moment donné, je vais laisser cet endroit, c'est tellement temporaire pour moi. Mais il y a un grand potentiel, bien sûr. Vous savez, avec les communications maintenant, il y a Quand on dit, tout le monde veut le traduire leur ouattage, leurs n'est-ce pas? petites choses. Yeah.
Ah, ben ça, c'est... Non, Non, mais mais, du côté de la technologie en général. non, mais ils veulent traduire, d'accord, parce qu'ils veulent Oui. que d'autres pays connaissent leurs inventions. C'est terrible. Vous savez, même en France, comme vous êtes en sciences, il vous faut, il vous faut lire tout ce nouveauté en sciences. Toujours aller à un texte américain ou un texte anglais ou un texte allemand. Pourquoi vous ne pouvez pas trouver vos informations en français? Et donc, qu'est-ce que vous avez fait comme étude, enfin, pour votre thèse? Que c'était basé sur quoi? Pour Vous avez dit que vous avez Ah oui, étudié j'ai ici. commencé avec la biologie, Mhm. Et c'était quoi les bacs en votre... biologie. Et là, vous généralisez biochimie, cytologie, la zoologie, la botanique. Mhm. Quand j'ai terminé, j'avais pas. Enfin, je savais que pour moi, c'était plus intéressant de travailler sur les plantes, le côté de l'agriculture, la production. D'accord, et c'était Et, ton sujet de recherche, c'est ça? Oui, mais après, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un prof allemand, un excellent prof allemand, Reinhard Weber. Mhm. Et là, j'ai eu la chance de travailler sur les sédiments du Triassique. Hmm. Et alors, là, c'est extraordinaire parce qu'on a commencé à travailler sur des sédiments tertiaires de l'Autriche et de l'Allemagne dans les Alpes. Mhm. Vous avez voyagé alors? Ah oui, mais après, il avait déjà d'informations, des collections très très importantes sur l'Argentine, surtout l'Argentine, la Sud-Afrique, le Sonora au nord du Mexique, New Mexico, Mhm. Arizona. Alors on a pu faire C'est plutôt de l'archéologie, ça? enfin, ça s'appelle paléobotany, Ah, d'accord. la paléobotanique. Ah bon. Mais on a pu faire des analyses statistiques vraiment, vraiment très intéressantes parce qu'on a pu faire, c'est ce qu'ils appellent la floristique, les analyses floristiques. On a pu voir comment, dans des époques si anciennes, on pouvait rencontrer deux groupes de plantes qui se retrouvaient toujours dans certains sédiments. Ah bon? Et alors on pouvait faire Ça, c'est comme un intéressant. cinéma, vous pouvez faire le cinéma du passé. Et on pouvait faire des reconstructions très intéressantes. Et lui, Donc, vous avez remarqué que certains sols acceptent certaines fleurs, c'est ça? ah oui, oui. Ah, d'accord. Ça, c'est intéressant. Et puis vous pouvez voir tout ce qui est relationné avec le procès évolutif. Qu'à un moment donné, du côté français, on est très religieux, on est très... il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais donc à un moment donné, vous apprenez l'histoire dans un contexte historique. Mhm. Mais quand vraiment vous êtes dans la pratique de changement à travers des années, c'est vraiment, ça vous ouvre les yeux, disant combien de choses ils sont passées dans cette terre. Alors oui, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et vous arrivez à voir l'histoire de ce qui s'est passé sur cette terre? Alors après le Triassique, vous savez, c'est des millions et des millions d'années. Comment les plantes, ils ont changé à travers le temps. Enfin, j'ai travaillé sur une période très précise. D'accord. Mais enfin, vous connaissez comment les choses ont changé. Et maintenant, le contenu de végétaux qu'on a maintenant, c'est tellement différent. Oui. Et alors aussi, vous comprenez comme c'est extraordinaire l'évolution qui se donne juste à cause des procédés de domestication de plantes ou d'animaux. C'est vraiment incroyable. Non, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans ces années où les gens avec l'informatique vont nous pousser à évoluer tellement qu'on va pas reconnaître nos villes dans quelques 10 ou 20 ans. C'est vraiment incroyable la façon dont ça s'accélère, le procès évolutif. Je trouve c'est incroyable. Mais quelle que soit l'évolution, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de plantes et on a tous besoin de la nature, quelle que soit l'évolution. On ne va pas tous vivre avec une pilule. Et c'est incroyable, moi je trouve, comment la science et la technologie en Amérique est vraiment consciente de chaque chose qui change. Ça va, à un moment donné,
qu'est-ce qu'il va nous donner, qu'est-ce qui va se passer après. Et vous voyez un peu partout comme les gens sont concernés de oh, si on travaille sur la génétique ou la comment on dit, la engineering, aide-moi, sur l'ingénierie génétique, hein. Oui. Sur l'ingénierie génétique. Alors ils sont, le génie génétique. Ils sont tellement inquiétés de ce qui va se passer. Enfin, comme ce petit exemple, il y en a partout parce que les choses sont en train de se changer tellement à une vitesse incroyable que oui, de fois on veut un peu reculer, dire oh qu'est-ce qui se passe, on veut plus. D'accord. Je crois que ça se passait un peu dans les années 60 ici à Berkeley. Je n'ai pas connu ça. Oui, d'ailleurs, on a plusieurs. D'ailleurs, la personne qui était juste passée avant que vous parlait des autos qui se vendaient à travers les computers et tout ça. Et il y a aussi maintenant, il y avait aussi dans la même présentation que j'ai vue, les gens qui vendaient les différentes plantes, les différentes seeds par computer. Ah oui. Ça vous aussi. savez, les choses vont changer énormément. C'est incroyable. Et donc, vos études que vous avez faites en France, vous avez retrouvé des similarités avec ce qui se passait ici? Ici, les études, c'est très très difficile. Parce que moi, je crois que quand j'étudiais en France, les choses étaient très dans un paquet. Vous étudiez bien ça ou ça. Et ici, c'est une diversité incroyable. Il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup d'opportunités. D'accord. Et tu as fini finalement? Tu l'as fini? Ah oui, c'est fini, oui. D'accord. Donc tu as eu ton diplôme et tu t'es dit au revoir. Petit diplôme, et puis j'ai dit, oh non, j'ai travaillé pendant 3 ans, j'ai continué à travailler dans le Forest Products Laboratory. D'accord. Comme UC Berkeley. Ah d'accord, donc tu étais plutôt dans la recherche, oui. J'ai déjà directement travaillé pour la recherche. C'est pas bien payé. C'est pas bien payé. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui subventionne ça, c'est ça? Oui, et c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Peut-être pour moi, c'est difficile. C'est écrire pour les proposals, pour l'argent, pour les grants. C'est difficile toujours en avoir l'argent. D'accord. Et donc il faut écrire et publier. Et ça, c'était la partie qui n'était pas facile pour moi. D'accord. Et donc, tu t'es échappé de tout ça et maintenant tu fais du freelance? À un moment donné, elle dit oui. J'aime beaucoup continuer à faire les statistiques. J'aime beaucoup continuer mes rapports avec l'industrie de manufacturers. Oui, d'accord. Oui, ça ne m'agace pas. Et surtout, la génétique, les statistiques, ça va. Je peux continuer à faire ça. Mais je ne veux pas faire les... Mais maintenant, ce que tu fais, c'est que tu ne fais plus rien finalement. Maintenant, tu traduis. Maintenant, oui, je recule et je dis à un moment... je suis comme les punks à Berkeley. Un moment, attendez. Oui, je crois qu'il y a ce sentiment qu'on était un petit peu en train de discuter que quand on te pousse tellement à la production. Finalement, comme un individu, tu sais. Ça te vide. Oui, il arrive un moment que tu dis, hey, la vie va m'échapper, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, attendez un moment. Ah oui, je me suis dit ça. Et tu as fermé le bouquin et tu es partie, c'est ça? Oui, je dis, attendez, je vais voir, enfin, je voudrais voir s'il y en a d'autres opportunités. D'accord. Utiliser ce que j'ai étudié. Et travailler un peu moins plutôt. Un peu moins et aussi se diversifier ou je ne sais pas. Si tu retournais vers cette branche, qu'est-ce que tu ferais? Si je retourne là-bas, il y a beaucoup de possibilités, je crois. C'est ce qui s'appelle le bâtiment. Je crois que le laboratoire est en train de se réorganiser aussi parce qu'après les années 60, ils ont évolué énormément. Et à un moment donné, l'industrie a dit « Oh, Anna, attendez, arrêtez !» Enfin, il y a maintenant, il y a un grand besoin, moi je crois, de la manutention des bâtiments. Il y a surtout beaucoup de pertes dans les bâtiments à cause de l'humidité, à cause pas de parfait entretien, disons l'humidité et puis les insectes. Alors là, c'est toujours une recherche que c'est continue à faire. On a des pour les bâtiments conservés, c'est ça? Oui, mais disons bâtiments, habitation. Hein.
Il y a toujours le renouvellement qui doit se faire. Il y en a par exemple, professeur Lewis, ça c'est en conjonction avec notre laboratoire et avec entomologie. Ils ont des projets excellents qui se font là, tu sais, pour empêcher la détérioration, la c'est ça? détérioration Lui, c'est surtout avec de termites. Ah d'accord. Tu vois, ça, lui, il est spécialisé. Ils inventent des produits et des trucs. Et ils font de l'expérimentation de produits qu'il faut. Comment est-ce qu'on va dessiner un expériment pour voir si vraiment ces produits marchent pour ces insectes en particulier, et surtout une autre chose qui n'est pas toxique. D'accord. Ça aussi, les réglementations, c'est très important. Ça t'intéresse ce genre de travail, en fait, de retourner là-dedans? Mais c'est ça, enfin, c'est ça qu'il faut faire. Que tu fais faire, d'accord. Mais aussi, il y en a un autre grand projet, enfin des grands projets qui c'est les adhésifs. Tu vois, pour n'importe quoi, quel produit de bois, il y a il y a une quantité énorme de différents adhésifs qui se font et ça continue. Tu sais, avec l'industrie des polymères qui avance aussi, c'est l'industrie des adhésifs qui s'utilisent pour le bois. Tu vois, partout, tu en as des matériaux composés de bois qui utilisent des adhésifs. Cela, c'est aussi très important. Et une autre chose qui est importante, c'est comment quantifier la concentration de... Non, c'est pas concentration, la strength. Comment on dit ça? Strength. Oui, la force. Enfin, mais la force, mais disons, d'une pièce de bois. Ah, d'accord. La résistance, tu veux dire, peut-être? Oui. La qualité du bois, disons. La qualité du bois du point de vue structurel. Ça, il y a beaucoup d'argent qui toujours se dépense parce que c'est la façon dont tu peux évaluer ça, c'est à travers de preuves qui détruisent le bois ou pas? Oui, voilà. Parce que c'est des gros machines. Alors tu mets de tonnellage et tu détruis le petit morceau de bois et voilà, tu dis, oh, quand ça supporte 500 tonnes ou pas. Voilà. Et maintenant, c'est des techniques très intéressantes, comme c'est l'acoustique, ultra-acoustique et ultrasound. Ça, c'est très intéressant parce que c'est des preuves que tu fais sans détruire les matériaux. D'accord. Et ça se fait, je crois, dans d'autres matériaux aussi, mais particulièrement pour le bois, c'est très important. Et ils arrivent à tester le bois avec l'ultrasound, c'est ça? Oui. Et alors ça, en même temps, ça peut continuer à se faire aussi. Ça ne se fait pas maintenant directement pour des bâtiments qui sont... Ça se fait dans l'industrie, disons. Pour tous ces panneaux que tu vois autour ici, quand ils sont dans l'usine de production, là, ça se fait maintenant, pratiquement. Mais disons, pour les bâtiments qui sont déjà construits, disons une vieille maison, que tu veux savoir, est-ce que, disons, mon meilleur membre ici, est-ce qu'il est bon ou pas? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut faire de renouvellement ou pas? Alors, cette technologie est en train de s'évoluer. Ça va se passer, oui. Oui, d'accord. Tu vois, donc il y en a au moins trois branches, oui. Qu'il faut rentrer et puis commencer à refaire. Enfin, à un moment donné, il me faut. D'accord. D'ailleurs, il y a notre prochain invité, lui, il est aussi un peu dans l'avancement. Il va nous parler des lasers, vous savez, pour la chirurgie. Alors, vous pouvez rester écouter ce qu'il a à dire. Bien sûr. Pour l'évaluation du bois aussi. D'accord. Je ne sais pas si ça s'utilise aussi dans d'autres applications, mais je pense que c'est surtout dans la médecine. Mais bon, donc ça, c'était vos intérêts dans vos études, n'est-ce pas? Dans mes études. Et ça n'a pas l'air d'être une branche pour femmes, vous devez être la seule. Enfin, ça avait l'air d'être plutôt une technologie pour hommes, non? Oh, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait? Vous saviez? On a une polonaise, une chimiste polonaise qui travaillait au labo. Avec vous? Et puis il y avait
très jeune chinoise, deux, très, très bien préparées. Non, je crois pas. Enfin oui, c'est plutôt, je crois, Parce que la construction, tout ça, c'est surtout le domaine des hommes. Enfin, c'est de l'ingénierie, mais c'est un étage avant la construction, disons. C'est pas exactement. Oui, c'est un peu plus le produit qui va être utilisé pour la construction. D'accord. Donc ça se fait plutôt dans un laboratoire. Dans un laboratoire. Que Il paraît que les femmes sont très bien pour être dans des laboratoires. Elles sont plus calmes. Et il ne faut pas qu'elles bougent beaucoup. D'accord. D'accord. Donc des évaluations. Il y en a d'autres choses. Vous allez peut-être y retourner, c'est ça? Au niveau anatomique et chimique, vous pouvez faire des évaluations. Et c'est ça qui est embêtant des fois, c'est la répétition. Vous voyez, pour faire un test, pour faire un expériment valable, il vous faut faire des répétitions énormes. Alors, il faut une patience énorme. Vous commencez avec beaucoup d'enthousiasme et à la fin vous dites 12 heures du travail, je vais finir, mais ça continue pendant 2 mois et 2 mois. D'accord. C'est-à-dire, vous ne savez pas que vous avez appris quelque chose de nouveau, mais... Oui. Et ça, à un moment donné, vous dites... C'est répétitif. C'est très, très répétitif. Mais moi, je crois pour n'importe quel chercheur, c'est la même chose. D'accord. Bon, ça a l'air d'être une branche qu'on n'a jamais touchée ici sur le programme, donc c'est quelque chose de nouveau. Merci de l'avoir apporté sur notre programme. Je pense que, tu fais, là en ce moment tu te reposes, mais tu penses retourner peut-être vers ça. Oui, je crois. Ici ou en France, n'est-ce pas? Beaucoup d'investissements. Par contre, ton mari, il est resté dans la branche, n'est-ce pas? Ça, c'est le meilleur exemple pour moi de dire, écoute, quelque chose doit se passer. Moi, je trouve, on était en train de discuter un petit peu. Il faut que quelque chose dans l'économie se passe parce que je crois qu'on travaille beaucoup. C'est beaucoup de travail qu'on fait à la recherche. Peut-être qu'il faut 2 personnes pour le travail d'une personne, pour le travail, oui. Il y a quelque chose qui doit se passer parce que moi, je trouve que c'est trop. D'accord. C'est trop. Bon, on dira. Peut-être que tu pourras prendre Camille pour t'aider là. Camille ou on économise. Moi, ou bien j'étudie un peu sur l'économie et pour me donner moi-même des idées ou je sais pas. D'accord. Bon, alors, je te remercie beaucoup d'être passée. Merci à toi, Aline. C'était intéressant, j'ai jamais entendu parler de tout ça. C'est excellent. Et donc, c'était Laura, je ne sais pas, ton nom de famille, c'est quoi? Oh, mon nom de famille, c'est Amosurutia. Ah, c'est un nom basque. Un nom basque. Okay. Entièrement. Voilà, donc c'est une basque qui s'est mariée avec un basque, c'est ça? Non, mais il est américain. Moi, je crois que... Son nom de famille est basque. Son nom de famille, non, il est français. D'accord. Il est français d'origine. Mais je crois que la grand-mère, d'un côté, la grand-mère... Qui avait le nom basque. Avait les noms basques. D'accord. Donc, c'était Laura et je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Aline. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, donc tu restes là, on va faire le générique et c'est fini. Ah, voilà. Et parce que je ne vais pas montrer mon...